Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Merci de me rejoindre encore une fois dans cette nouvelle vidéo de biologie cellulaire. Et donc, comme toujours, on commence par prier sur le prophète Mohammed. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Et donc, comme vous voyez, on se retrouve dans cette deuxième vidéo de série des examens de biologie cellulaire. Ce contrôle est aussi sous forme de QCM, c'est-à-dire questions à choix multiples. Et on commence à la barakatillah. Alors, la première question. La première question dit, parmi les structures suivantes, deux ne se trouvent pas dans la cellule prokaryote, lesquelles? Première proposition, les ribosomes. Deuxième proposition, la capsule. Troisième proposition, les flagelles. Quatrième proposition, la capside. Et dernière proposition, le nucléole. Et donc, cette question concerne la cellule prokaryote. On a 5 propositions. 2 parmi eux n'existent pas dans les cellules eucaryotes. Donc, nous, on va cocher 2 propositions qui ne se trouvent pas dans la cellule prokaryote. Alors, de l'extérieur vers l'intérieur, on distingue premièrement le flagelle qui permet le mouvement de la cellule dans le milieu aqueux, comme vous voyez dans l'image. Ensuite, on a la capsule qui est une enveloppe qui entoure la paroi cellulaire. Cette capsule joue le rôle de protection de la cellule. Ensuite, on a la membrane plasmique, les ribosomes et le nucléoïde qui baignent dans le cytoplasme, comme vous voyez dans l'image. Et donc, on note l'absence de 2 structures. La première structure qui est la capside, la deuxième structure qui est le nucléole. Alors, la capside se trouve chez les virus et non pas dans les cellules prokaryotes, comme vous voyez dans cette image. La capside permet la protection de l'ADN viral, c'est-à-dire la capside elle a un rôle de protection de l'ADN du virus. Et pour le nucléole se trouve chez les cellules eucaryotes, comme vous voyez dans l'image. Et donc, vous cochez 2 propositions qui appartiennent aux 2 structures qui n'appartiennent pas aux cellules prokaryotes qui ont la capside et le nucléole, les propositions D et E. Ensuite, deuxième question. Parmi les molécules suivantes, quelles sont celles qui se trouvent dans la couche externe de la membrane plasmique? Première proposition A, la phosphatidylsérine. Deuxième proposition, le sphingomyéline. Troisième proposition, le cholestérol. Quatrième proposition, la phosphatidylcholine. Et dernière proposition, la phosphatidyléthanolamine. Alors, donc, cette question concerne la couche externe de la membrane plasmique. Quelles sont les molécules qui se trouvent dans la couche externe de la membrane plasmique? Alors, première proposition, la phosphatidylsérine. Alors, la phosphatidylsérine est un phospholipide, c'est-à-dire 2 acides gras estérifiés liés à une molécule de glycérol liée à son tour à un acide phosphatidique. Donc, le groupement phosphate est associé à un acide aminé qui est la sérine, de le nom phosphatidylsérine. Alors, comme vous voyez ici, la phosphatidylsérine se trouve sur la couche interne de la membrane plasmique. Elle est responsable de l'apparition d'une différence de potentiel entre le milieu intracellulaire et le milieu extracellulaire. Donc, première proposition est fausse, puisque la phosphatidylsérine se localise sur la couche interne de la membrane plasmique et non pas sur la couche externe. Il faut noter que la phosphatidylsérine appartient aux 4 phospholipides majeurs à côté des phosphatidylcholine, et phosphatidyléthanolamine et sphingomyéline. Ce sont les 4 molécules majeures, bien les 4 phospholipides majeurs qui forment la membrane plasmique, qui sont tous situés sur les différentes couches de la membrane plasmique, comme vous voyez dans cette image. Donc, vous couchez les propositions B et D, qui correspondent aux sphingomyéline et aux phosphatidylcholine. Pour la proposition C,
qui concerne le cholestérol. Alors, le cholestérol est intégré entre les deux couches de la membrane plasmique, qui permet de contribuer, le cholestérol permet de contribuer à la stabilité et la rigidité de la membrane plasmique, comme vous voyez dans cette image. Et donc, le cholestérol est une proposition fausse et donc deux propositions vraies, B et D. Ensuite, troisième question. La symétrie de la membrane plasmique est déterminée par la répartition, première proposition, des phospholipides, deuxième proposition du cholestérol, troisième proposition des protéines, quatrième proposition des glucides. Et la dernière proposition, c'est-à-dire toutes les propositions sont fausses. Alors, cette troisième question concerne aussi la membrane plasmique, plus précisément la symétrie de la membrane plasmique, c'est-à-dire quelles sont les structures qui existent seulement sur un seul côté de la membrane plasmique et non pas sur l'autre côté de la membrane plasmique. Alors, il faut noter premièrement que tous les membranes biologiques sont constitués de couches dont les compositions lipidiques, protéiques et glucidiques sont différentes. Pour les lipides, ce que je viens d'expliquer dans la question précédente, que les 4 types majeurs des phospholipides sont distribués de part et d'autre de la membrane plasmique. La phosphatidylsérine et les phosphatidyléthanolamines sont situés au niveau de la couche interne et les sphingomyéline et les phosphatidylcholines sont situés au niveau de la couche externe de la membrane plasmique. Pour les cholestérols, j'ai déjà expliqué qu'ils sont situés entre les deux couches. Pour la symétrie protéique, c'est-à-dire la symétrie des protéines, comme vous voyez dans cette image, il y a des protéines extrinsèques et il y a des protéines intrinsèques et il y a des protéines ancrées et il y a des protéines transmembranaires. Et donc la distribution des protéines autour des deux couches de la membrane plasmique n'est pas la même. Et finalement, la symétrie la plus claire, c'est celle des glucides, puisque les glucides sont situés seulement sur la couche externe de la membrane plasmique et donc vous cochez les propositions A, C et D, c'est-à-dire la symétrie de la membrane plasmique est formée par les phospholipides, les protéines et les glucides. Et on passe à la quatrième question. Au cours de la phase S de l'interface, il y a augmentation de la taille de la cellule, augmentation de la taille du noyau, il y a une forte production de l'ARN messager, il y a la réplication des centrosomes et il y a dernièrement le dédoublement de l'ADN. Alors, il y a 2 réponses justes pour cette question. Alors, dans cette question concerne le cycle cellulaire, comme vous voyez. Alors, comme vous savez, ce que le cycle cellulaire est l'ensemble des étapes qui constituent la vie d'une cellule. Vous savez que le cycle cellulaire est divisé en 2 grandes étapes. Il y a l'interphase et il y a la mitose. Ou notez division cellulaire. La mitose, c'est exactement la division cellulaire. C'est-à-dire il y a une cellule mère qui se divise en 2 cellules fils identiques. Alors, la première phase qui est l'interface. Nous, on s'intéresse à l'interface, puisque la question dit au cours de la phase S de l'interface, il y a. Donc, nous, on va s'intéresser à l'interface. L'interface est la période du cycle cellulaire qui est caractérisée par un accroissement du volume cellulaire. C'est-à-dire, il va y avoir une augmentation de la taille et du volume de la cellule. Il va y avoir aussi la transcription des gènes pour la synthèse des protéines nécessaires au fonctionnement de la cellule. Et il va y avoir aussi la duplication des chromosomes. Alors, il faut noter que théoriquement, l'interphase se déroule en 3 phases. La phase G1, la phase S et la phase G2. Alors, pour la phase G1, qui est la phase growth en anglais, c'est-à-dire croissance, la cellule augmente de taille. Donc, la phase G1 se caractérise par une augmentation de la taille de la cellule. Ensuite, pour la phase S, c'est la phase de synthèse. Elle est nommée phase de synthèse puisqu'au cours de cette phase, il va y avoir la synthèse de l'ADN, c'est-à-dire la réplication de l'ADN ou le dédoublement de l'ADN proprement dit. Alors, au cours de cette phase, c'est-à-dire la phase S, il s'effectue aussi la réplication des centrosomes,
pour qu'il y ait formation du faisceau mitotique lors de la division cellulaire. Et pour la phase G2, la cellule se prépare à se diviser en deux cellules filles. Toutes les constituants de la cellule se positionnent pour être prêtes à la division cellulaire. Et donc, d'après tout ce que je viens d'expliquer pour cette question, au cours de la phase S de l'interphase, les propositions correctes sont les propositions D et la proposition E. La réplication des centrosomes et le dédoublement de l'ADN. Pour la première proposition qui concerne l'augmentation de la taille de cellules et l'augmentation de la taille du noyau, ces deux phénomènes se déroulent pendant la phase G1, la phase de growth, c'est-à-dire la phase de croissance, et non pas pendant la phase S de l'interface. Donc vous cochez la proposition D et la proposition E. Ensuite, on passe à la 5e question. Un nucléotide existe seulement dans l'ADN. Deuxième proposition, un nucléotide est formé de sucre plus base azotée plus phosphate. Troisième proposition, un nucléotide existe seulement dans l'ARN. Quatrième proposition, un nucléotide existe dans l'ADN et l'ARN. Et dernière proposition, aucune réponse n'est juste. Donc cette question concerne le nucléotide. Alors comme vous savez que le nucléotide est l'élément de base des acides nucléiques. C'est l'élément de base de tous les acides nucléiques, à savoir l'ADN, les ADN et les ARN. Soit ARN messager, ARN transcription, ARN ribosomal, etc., etc. Donc, les nucléotides, comme vous voyez dans cette image, sont formés par un sucre de 5 atomes de carbone qui est le ribose pour les ARN et le désoxyribose pour l'ADN, plus une base azotée, plus finalement le phosphate. Et donc, d'après cette image, les propositions correctes sont les propositions B et les propositions D. B pour le nucléotide formé de sucre plus base azotée plus phosphate, et D pour le nucléotide existe pour l'ADN et l'ARN. Donc, vous cochez B et D. Ensuite, on passe à la question numéro 6 qui dit un autophagosome est une vésicule A d'endocytose, B d'exocytose, C de phagocytose, D de pinocytose et dernièrement d'autophagie. Alors cette question concerne l'autophagosome. L'autophagosome qui est une vésicule proprement dit d'autophagie, comme vous voyez dans cette image. L'autophagie est un mécanisme physiologique de recyclage cellulaire qui permet la dégradation des organites non fonctionnels. Donc, l'autophagie permet l'élimination des pathogènes intracellulaires. Et donc, la réponse juste est la proposition E. Et on passe rapidement à la 7e question. Deux propositions sont valables pour les lysosomes. Première proposition, le lysosome existe chez les prokaryotes. Deuxième proposition, les lysosomes renferment des hydrolases actives à pH égal à 7, c'est-à-dire à pH neutre. Troisième proposition, les lysosomes permettent la digestion uniquement des produits extracellulaires. Quatrième proposition, les lysosomes contiennent des hydrolases acides. Et dernière proposition, les lysosomes existent sous forme lysosome 1 et lysosome 2. Et donc, cette question concerne l'organisme cellulaire, le lysosome. Alors, première proposition, les lysosomes existent chez les prokaryotes. Qu'est-ce que vous pensez ? J'ai déjà expliqué ça. C'est complètement faux, puisque les lysosomes existent seulement chez les eucaryotes. Ensuite, deuxième proposition, les lysosomes renferment des hydrolases actives à pH égal à 7. Qu'est-ce que vous pensez encore une fois ? Alors, il faut savoir que la plupart des hydrolases contenues dans les lysosomes sont des enzymes qui s'activent à pH acide tels que les lipases, les protéases, les nucléases, etc., etc. Donc, sont tous des enzymes qui s'activent à pH comprises entre 4,5 et 5. Donc, cette réponse est fausse, puisque les hydrolases contenues dans les lysosomes sont des enzymes qui s'activent à pH acide et non pas dans un pH
égale à 7, c'est-à-dire non pas dans un pH neutre. Ensuite, troisième proposition, les lysosomes permettent la digestion uniquement des produits extracellulaires. Donc, c'est faux, puisque les lysosomes permettent la digestion des produits intracellulaires et aussi les produits extracellulaires. Les deux types de produits extracellulaires et produits intracellulaires. Ensuite, les lysosomes contiennent des hydrolases acides. C'est vrai, puisque j'ai dit tout à l'heure que la majorité des enzymes des lysosomes sont des enzymes qui s'activent à pH acide. Donc, la proposition D est une proposition correcte. Vous cochez la proposition D. Ensuite, dernière proposition, les lysosomes existent sous forme lysosome 1 et lysosome 2. C'est vrai, puisque les lysosomes existent sous deux formes, lysosome primaire et lysosome secondaire. Donc, il y aura deux réponses correctes. La proposition D et la proposition E. Ensuite, la 8e question. Parmi les propositions suivantes, laquelle est valable pour la sulfatation? Alors, la sulfatation se réalise sans intervention enzymatique. Deuxième proposition, la sulfatation a lieu dans le réticulum endoplasmique granulaire et aussi l'appareil de Golgi. Troisième proposition, la sulfatation permet la formation des glycoprotéines sulfatées. Quatrième proposition, la sulfatation permet la formation de protéines sulfatées. Et dernière proposition, la sulfatation permet la formation des polysaccharides sulfatés. Alors, cette question concerne la sulfatation. Alors, pour la première proposition, la sulfatation se réalise sans intervention enzymatique. C'est faux, puisque la réaction de sulfatation s'effectue par des enzymes de type sulfotransférase, c'est-à-dire la sulfatation se déroule grâce à des enzymes qui ont la capacité de transférer un sulfate sur une protéine. Donc, première proposition est fausse. La sulfatation exige ou bien il est obligatoirement l'existence des enzymes du type sulfotransférase. Ensuite, deuxième proposition, la sulfatation a lieu dans le réticulum endoplasmique granulaire et l'appareil de Golgi. C'est faux, puisque la sulfatation est une modification post-traductionnelle des protéines qui se déroule uniquement dans l'appareil de Golgi. Plutôt, l'appareil de Golgi est l'endroit ou bien l'organelle cellulaire responsable de toutes les modifications qui s'effectuent, que ce soit au niveau des protéines. Donc, il y a plein de modifications qui se déroulent au niveau de l'appareil de Golgi, que ce soit la sulfatation, la glycosylation, etc., etc. Ensuite, troisième proposition, la sulfatation permet la formation des glycoprotéines sulfatées. Qu'est-ce que vous pensez? C'est faux, puisque la sulfatation permet la formation de protéines sulfatées, non pas de glycoprotéines sulfatées. La sulfatation s'effectue seulement sur les protéines. Donc, vous notez troisième proposition est fausse et quatrième proposition est correcte. Dernière proposition, c'est aussi faux puisque la sulfatation n'a aucune relation avec les glucides puisqu'il y a l'intérêt seulement de sulfater certains types de protéines. Donc, pour la question numéro 8, on a une seule proposition vraie, c'est la proposition D. La sulfatation permet de transférer un groupement sulfate sur les protéines, permet la formation des protéines sulfatées. Ensuite, question numéro 9. L'exocytose constitutive. Première proposition a besoin d'un signal chimique. Deuxième proposition est permanente. Troisièmement, concerne les cellules sécrétrices, renouvelle les lipides et les protéines membranaires. Et dernière proposition A, B, C, D sont fausses. Alors, cette 9e question concerne l'exocytose constitutive. Alors, regarde bien ce schéma. Alors, il existe deux types d'exocytose. Il y a l'exocytose régulée et il y a l'exocytose constitutive. Premièrement, l'exocytose régulée nécessite la présence obligatoirement
d'un signal chimique et il s'effectue seulement dans les cellules sécrétoires, comme vous voyez dans l'image. Par contre, l'exocytose constitutive s'effectue dans toutes les cellules sans exception et il ne nécessite pas la présence d'un signal chimique et elle a pour rôle essentiel le renouvellement des lipides et des protéines membranaires, comme vous voyez dans l'image. Et donc, on revient pour la question. Première proposition est fausse, puisque je viens d'expliquer que c'est l'exocytose régulée qui a besoin d'un signal chimique sous forme d'un hormone ou d'un neurotransmetteur, au contraire de l'exocytose constitutive qui n'a pas besoin d'aucune chose pour fonctionner. Ensuite, deuxième proposition, l'exocytose constitutive est permanente. C'est vrai, puisque dès qu'il y a perturbation de la membrane plasmique, il va y avoir un renouvellement de cette dernière, c'est-à-dire un renouvellement de la membrane plasmique grâce à ce phénomène d'exocytose constitutive, comme vous voyez dans l'image. Il va y avoir un renouvellement des lipides membranaires, il va y avoir aussi le renouvellement des protéines membranaires. Ensuite, proposition C est fausse, puisque l'exocytose constitutive s'effectue dans toutes les cellules, au contraire de l'exocytose régulée qui s'effectue seulement dans les cellules sécrétoires. Et quatrième proposition est correcte, puisque l'exocytose constitutive permet le renouvellement des protéines et des lipides membranaires. Donc, on a deux propositions vraies, la proposition D et la proposition E. Et on arrive à la dernière question qui dit: les étapes de la glycosylation dans l'appareil de Golgi sont l'élimination de 2 mannoses, deuxièmement l'élimination de 3 mannoses, troisièmement l'addition de N-acétylglycosamine et l'addition de N-acétylgalactosamine, et dernièrement l'addition de N-acétylgalactosamine. Donc, le but de cette question est de classer en ordre les étapes de la glycosylation qui se déroulent dans l'appareil de Golgi. Et donc, on voit dans cette image, tout d'abord, il y a l'élimination du mannose grâce à un enzyme spécifique qui est le mannosidase. Donc, le mannosidase, il va éliminer tous les résidus du mannose et il va laisser seulement 3 résidus du mannose. Ensuite, il va y avoir l'addition du N-acétylglycosamine et dernièrement, il va y avoir l'addition de N-acétylglycosamine et N-acétylgalactosamine. Et donc, l'ordre des étapes de la glycosylation qui s'effectue au niveau de l'appareil de Golgi est le suivant. Il va y avoir 1, 2, 4 et 3 qui correspondent à la proposition D. Et on arrive à la fin de cette vidéo. Merci encore une fois pour votre attention. Si vous n'avez pas compris quelque chose, laissez vos questions dans les commentaires. Et merci. À bientôt.